Je pourrais prendre le problème de la santé. Nous sommes confrontés à des épidémies gravissimes, le sida, etc. Il y a au moins 8 organisations qui s'occupent des problèmes de la santé, au point que la directrice générale de l'OMS propose de créer un H8, un H8, comme Health, pour que les 8 principales se mettent enfin à travailler ensemble. Et puis au-delà, il y a un autre problème qui nous interpelle et qui est celui de l'incompatibilité des droits créés par les différentes organisations internationales. Je vous prends un exemple. L'OMC est une très belle organisation qui a du mal à aboutir à la fin du cycle de Doha, mais qui a le mérite d'avoir un organe de gestion des différends. C'est la dernière créée, mais elle ne travaille pas avec l'Organisation internationale du travail. Or, une des questions fondamentales de notre temps, c'est la capacité de notre monde de se retrouver sur quelques critères simples sur les droits du travail, les droits minimaux des travailleurs à travers le monde entier, pour que la compétition internationale sur les marchés soit à peu près équitable, tout en prenant en compte les niveaux de développement différents. De la même façon, si vous regardez la question de l'environnement, qui nous occupe de façon si grave en ce moment, le fait est que cette préoccupation n'existait absolument pas au moment de la création des Nations Unies. Le mot environnement, le mot climat n'est pas dans la Charte des Nations Unies. Depuis, on a traité les problèmes les uns après les autres et on a créé pour chaque petit traité un organe de suivi. N'est-il pas temps, à Copenhague, de décider de créer enfin une organisation mondiale de l'environnement qui fédérerait tous les outils qui existent et qui aurait pour vocation aussi d'assurer le suivi des décisions que nous prendrons, je l'espère, à Copenhague. Donc je vous cite ces exemples pour vous montrer l'immensité du chantier de la réforme des organisations internationales du système des Nations Unies. Vient ensuite Bretton Woods. Là, les choses vont beaucoup mieux. Elles vont beaucoup mieux parce qu'on s'y est attelé à la faveur de la crise économique et nous nous sommes fixés le printemps prochain pour achever la réforme de la Banque mondiale et janvier 2011 pour aller au bout, en tout cas provisoirement, de la réforme du Fonds monétaire international. C'est une entreprise très difficile, notamment parce qu'il va falloir redistribuer le pouvoir entre les États les plus industrialisés et les États émergents. On a décidé au sommet de Pittsburgh de passer 5 points de représentation des pays les mieux dotés vers les pays émergents. J'ajoute tout de suite, l'Europe ne sera pas seule à payer. Et j'ajoute une précision pour ceux qui en douteraient, l'Europe globalement est à sa place dans le Fonds monétaire. Simplement, en son sein, il y a des États qui ont eu une croissance très forte au fil des années et qui ne sont pas encore assez bien représentés, comme l'Espagne, par exemple, ou l'Irlande, et puis des États qui ont une croissance plus faible et qui sont surreprésentés. Mais globalement, l'Europe est à sa place. Et donc, il faudra, et ça sera très difficile, trouver les 5 points qu'on va donner, et c'est légitime, à la Chine, à d'autres encore. Donc, le travail est devant nous, mais au moins, on sait qu'on s'est fixé un objectif, terminer la réforme en janvier 2011, et je suis optimiste sur la possibilité d'y arriver. Alors, j'arrive maintenant à la question des G. G8, G14 ou G13, G20. On a besoin de ces groupes informels. Personne ne le conteste. Depuis son élection, Nicolas Sarkozy a dit avec beaucoup de force que le G8 devait s'élargir. Il est pour lui, comme pour nous tous, j'imagine, inconcevable qu'on continue à vivre et à décider de l'avenir économique de la planète, de traiter les plus gros dossiers
sans la présence de la Chine, du Brésil, de l'Inde, du Mexique, de l'Afrique du Sud, d'autres encore. La question a été en partie tranchée à Pittsburgh, où on a décidé que le G20 serait le premier forum informel pour traiter les questions économiques et financières. Mais on n'a pas dit ce qu'on allait faire du G8. Et avec mes collègues Sherpa ici présents, Yoichi Otabe, Arkady Vojkovic, on va se retrouver ce week-end pour en débattre. Le débat promet d'être intéressant et chaud parce que la réponse n'est pas évidente. Car au-delà des questions financières et économiques, qui sont l'apanage du G20, il y a toute une série de questions globales, celles dont je viens de parler, la sécurité alimentaire, l'aide au développement, l'aide à l'Afrique, la non-prolifération, qui sont actuellement traitées par le G8. Faut-il continuer? Comment? Voilà l'objet de notre débat. Deuxième question, que faut-il penser du G20? C'est un succès phénoménal. Pourquoi? À cause de la peur, à cause de la panique. Le 15 septembre de l'an dernier, nous nous sommes réveillés au bord du gouffre. Le 23 septembre, à la tribune des Nations Unies, au nom de l'Europe, Nicolas Sarkozy a proposé de tenir un sommet. Quel devait être son format? Nous étions très ouverts, mais nous avions une certitude, il fallait ce sommet. Et il fallait ce sommet pour éviter la catastrophe des années 30, c'est-à-dire le chacun pour soi, chacun s'imposant la meilleure recette en fonction de son approche nationale, et l'addition du tout conduisant à accumuler les raisons d'une catastrophe. Le G20 a remarquablement travaillé. Ça n'a pas été facile de convaincre à l'époque le président Bush, mais on a eu Washington. Et puis ensuite, on a eu Londres. Et puis ensuite, on a eu Pittsburgh. On a accumulé les sommets, on a accumulé les décisions. Décisions d'abord pour apporter le soutien nécessaire aux banques, parce que nous avons vécu des semaines en ne sachant pas le soir comment on allait régler le problème des banques le lendemain matin. C'est fait, et si on évite de nouvelles bulles spéculatives, c'est fait dans la durée parce qu'on a pris de bonnes décisions. Et puis on a décidé de soutenir la conjoncture le temps qu'il faudra jusqu'à ce que l'économie soit bien repartie. Et puis on a décidé de prendre des décisions qui étaient impensables avant la crise, comme de supprimer les paradis fiscaux, le secret bancaire, de mettre de l'ordre dans les bonus, etc. Bref, de remettre la régulation à sa place. Le monde dérégulé, je crois que c'est fini. On a vu où cela nous conduisait et chacun est d'accord au sein du G20 pour mettre en place non pas des règles bureaucratiques, mais le minimum de régulation qui nous garantisse, si c'est possible, contre de nouvelles crises. Mais le G20 a ses faiblesses. D'abord, on ne sait pas très bien combien on est. On dit G20. En réalité, quand on compte bien dans la salle, on est au moins 24. À Pittsburgh, j'ai compté, on était 35 en réalité, si on ajoute toutes les organisations internationales qui étaient invitées. 35 par 2, parce qu'il y a le président ou le Premier ministre et son ministre des Finances, ça fait déjà 70. Si vous mettez 2 derrière, ça fait 140. En fait, on était au moins 200 dans la salle. C'était un peu un hall de gare.